Là, on va commencer à affiner l'entonnoir, hein, et parler des impacts environnementaux du numérique. Alors d'abord, une petite frustration, il n'y a pas de chapitre sur le numérique dans le plan de transformation de l'économie française. Mais pourquoi ça? Ensuite, les impacts environnementaux du numérique ne se limitent pas aux émissions de CO2. Vous l'avez effleuré, mais on peut y revenir un peu plus. Ça consomme également des métaux, des terres rares, de l'eau. Donc, si on peut avoir quelques points de repère, c'est intéressant. Et puis, eh bien, vous avez parlé des organisations professionnelles, les nôtres, hein, la GSMA qui gère les protocoles mobiles, les gens qui font la communication officielle sur la 5G, bah, bien sûr, ils disent que la digitalisation ou la numérisation, ça permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. Donc, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Alors, il n'y a pas de chapitre sur le numérique dans le plan de transformation de l'économie française, tout simplement parce qu'on avait déjà commis plusieurs travaux sur le sujet avant, au Shift Project, et donc c'est une simple question de forme. En fait, dans l'esprit, vous pouvez considérer que ce qu'on a proposé sur le numérique en fait partie aussi. On n'est juste pas allé au stade des recommandations. On n'était pas mature, en fait, sur le numérique au moment où on a fait le PTEF, pour proposer des recommandations pour aligner le numérique avec une baisse de 5% des émissions par an. Mais c'est work in progress au sens où on est en ce moment en train d'essayer de trouver, parce que nous sommes une petite organisation au Shift Project, donc on est en train d'essayer de trouver le financement pour faire ça. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est un livre blanc du numérique pour aligner le numérique avec 5% de baisse des émissions par an. Alors, il y a un lien entre la première et la troisième question. On a du mal à trouver des gens qui nous financent facilement, tout simplement parce que, nonobstant les déclarations faites sur le côté je vais diminuer les émissions chez tous les autres grâce au numérique, en fait, les gens savent très bien que c'est pour partie de la façade et que si on veut aligner l'industrie du numérique avec une baisse de 5%, de baisse des émissions dans le monde, ça va notamment contracter le numérique. Alors, pourquoi est-ce que ça va contracter le numérique? C'est la réponse à la question 2, ou enfin 1 et 2. Quand vous regardez d'où viennent les émissions du numérique dans le monde, qui, par ailleurs, font aujourd'hui de l'ordre de 4%. Alors, c'était 4% en 2018 quand on a sorti le rapport du Shift Project. Aujourd'hui, c'est peut-être 5% des émissions planétaires. Tout compris. Hein. Là-dedans, vous avez en gros la moitié qui est liée à la fabrication et au renouvellement des composants matériels. Donc, l'écran connecté que j'ai sous le nez, là, les téléphones que vous avez tous dans votre poche ou sur les jambes, les ordinateurs que vous avez, les composants de réseau, donc ce qui permet de faire le backbone d'Orange, etc., les antennes, relais, etc. Eh bien, la fabrication, les émissions liées chaque année à la fabrication de tout ça pour accroître ou renouveler le parc, c'est la moitié de l'empreinte. L'autre moitié de l'empreinte, c'est les émissions de fonctionnement de tout ça, dans laquelle vous avez, alors donc sur 50% des émissions, vous en avez 20 qui viennent du fonctionnement des serveurs et 30 qui viennent du fonctionnement de tout le reste. Donc les réseaux et les terminaux. Donc l'électricité de cet écran, l'électricité des ordinateurs, l'électricité des smartphones, etc. L'électricité du réseau. Si on veut baisser ça de 5% par an, on n'y arrivera pas avec des mesures strictement techniques, au surplus dans un monde où le trafic data doit augmenter de quelques dizaines de pourcents par an. Ça doit être à peu près ça. Hein. Je sais que dans les banques, c'est 30% par an. Je pense que ça doit être quelques dizaines de pourcents par an d'une manière générale. Ça voudrait dire qu'on arrive à faire tous les ans 35% d'efficacité énergétique par octet ou par centimètre carré d'écran, ou etc. Et je ne pense pas qu'on y soit. Bon. Donc, bien évidemment, si on veut baisser les émissions du numérique de 5% par an, comme celle de tout le monde, on va devoir limiter les usages. Et en particulier, l'usage de la vidéo. Hein, c'est ça qu'on va devoir limiter. On est passé dans des systèmes qui sont beaucoup plus gourmands en ressources physiques ces dernières années et décennies. Par exemple, la télévision hertzienne, numérique ou pas, était beaucoup moins gourmande en ressources que la télévision point à point qui passe par le réseau fibre. Hein, c'est évident. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans le sens où on va vers une augmentation de la consommation d'énergie et de matière par usage, plutôt que l'inverse. Pour vous donner des ordres de grandeur, la fabrication d'un smartphone, d'un fabricant mondial que je ne nommerai pas, qui est une des premières capitalisations boursières du monde, c'est un peu moins de 100 kg de CO2. Donc typiquement, chez vous,
une contribution à la baisse des émissions de CO2, c'est d'arrêter de pousser les consommateurs à renouveler leur smartphone, et c'est au contraire de les pousser à le garder le plus longtemps possible. Idem pour les ordinateurs, mais évidemment, si vous gardez vos téléphones le plus longtemps possible, ça veut dire que ce qu'on a coutume d'appeler le progrès technique se passe beaucoup moins vite. Puisque à chaque fois que vous renouvelez votre appareil, vous avez un truc qui prend des meilleures photos, qui je sais pas quoi, enregistre plus de vidéos, a un meilleur débit, etc. Si vous le gardez 10 ans au lieu de le garder 2 ans, bah, vous n'avez pas ça. Hein. Pareil pour les ordinateurs. Il faut, voilà. Et enfin, comme le fonctionnement des serveurs, c'est 20%, bah, il faut limiter le fonctionnement des serveurs, et donc il faut limiter l'inflation de données, et même la faire baisser. Alors ça peut aller chercher loin, hein. Par exemple, dans le domaine du grand public, c'est ce que je viens d'évoquer, hein, c'est renouveler le moins souvent possible le matériel et limiter les débits, notamment vidéo. Mais dans le domaine professionnel, l'inflation réglementaire, ça conduit à de l'inflation de data. Par exemple, dans le domaine bancaire, l'obligation de la comparaison des prix, etc., ça duplique des flux. Enfin, bon, donc vous êtes ravis, parce que derrière, OBS fait de bonnes affaires. Mais c'est quelque chose qui pousse structurellement. Voilà. On a tendance, quand vous regardez bien ce qui se passe dans le monde, à ajuster la complexité réglementaire du monde à la puissance informatique. Hein. C'est-à-dire que demain matin, si on n'avait pas d'ordinateur, si on n'avait plus d'ordinateur du tout, on serait totalement infoutu de gérer le corpus réglementaire que nous avons aujourd'hui à gérer. On serait infoutu de le gérer, juste infoutu. Ne serait-ce que pour commencer, on ne pourrait pas tenir vos comptes sur papier. Alors vous êtes obligé de tenir des comptes. Hein. Donc vous avez aujourd'hui le corpus réglementaire, on est incapable de le gérer sans ordinateur, c'est-à-dire sans les 40 métaux que vous avez dans un ordinateur. Donc aujourd'hui, les obligations réglementaires et le trafic data, ça porte un nom, ça s'appelle du cuivre, de l'indium, de l'arsenic, du chrome, de l'étain, du plomb, du fer, etc. Voilà, ça porte ce nom-là. Donc, ce qu'on va trouver dans les ordinateurs, les terres rares, bon, vous en avez un peu, vous avez de l'indium, du gadolinium, etc., l'indium dans les écrans, mais vous avez surtout des métaux ordinaires, vous avez de l'or. En fait, ce qui vaut le plus cher dans un smartphone quand on le recycle, c'est l'or. Les deux métaux qu'on va récupérer dans un smartphone qu'on cycle, c'est l'or et le cuivre, éventuellement l'étain, tout le reste part à la poubelle, parce que c'est trop dilué, trop mélangé, et l'énergie de récupération de chaque composant pris individuellement est beaucoup trop élevée. Donc on n'en fait rien, on entasse ça dans un coin, ou ça reste dans vos tiroirs, parce que ça peut toujours servir, comme disait Gad Elmaleh. Vous avez également de l'eau, on en utilise, et du reste ça peut être un sujet, parce que les fondeurs de semi-conducteurs, quand ils sont dans des endroits dans lesquels il y a une pénurie d'eau, il y a une sécheresse, ça peut les affecter de deux manières différentes. D'abord parce que l'usine elle-même a besoin d'eau, et ensuite, parce que l'usine a surtout besoin d'électricité. Et si vous êtes dans un endroit, par exemple le Sichuan, où l'essentiel de la production est hydroélectrique, ben, s'il n'y a plus assez d'hydroélectricité, on met la production des usines au ralenti. Il est évident qu'aujourd'hui, on a bâti notre monde sur la disponibilité perpétuelle de matériaux qui ne seront pas perpétuellement disponibles. Donc je vous invite à réfléchir à qu'est-ce qui se passe si demain matin, on ne peut plus se réapprovisionner en plus. On a déjà eu un petit aperçu. Voilà, et ben, ça n'est qu'un apéritif, parce que c'est évident que moins de pétrole, c'est un monde qui va se démondialiser. Or, les 50 métaux qu'on a dans un ordinateur, il n'y en a pas un en France parce qu'il n'y a pas de mine. Alors on pourrait rouvrir certaines mines, mais on ne les aura jamais tous, les 50. Parce que les composants miniers qui vont rentrer dans les ordinateurs seront de plus en plus difficiles à extraire de la croûte terrestre parce que la teneur en métaux des mines baisse. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on a commencé à exploiter le cuivre en Espagne à Rio Tinto, il y avait à peu près 200 kg de cuivre par tonne de minerai. Aujourd'hui, la teneur moyenne en cuivre dans le monde, c'est 4 kg de cuivre par tonne de minerai. Donc ça veut dire que la quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour extraire une tonne de métal des entrailles de la Terre n'arrête pas d'augmenter. Donc il faut plus de métal pour la transition, et il faut plus d'énergie par tonne de métal. Donc on va avoir un petit sujet. Et puis cette énergie, elle est essentiellement fossile. Enfin voilà, donc on a d'autres limites qui vont s'appliquer au numérique que simplement la limite en CO2. Il y a notamment une limite de ressources et une limite d'énergie. Et cette limite de ressources et cette limite d'énergie peuvent éventuellement nous jouer des sales tours et finiront par nous jouer des sales tours si ce n'est pas nous qui mettons les limites. Ah bah, pardon, je n'ai pas répondu à la dernière question, mais je vais y aller très rapidement. J'ai vu passer une étude qui a été commise par Orange, je crois, donc je vais dire beaucoup de mal de la maison qui vous héberge, disant que pour 1 émis dans le numérique, on économisait 10 ailleurs. Alors, Oui
Ah, c'est pas Orange, pardon. Non, c'est pas Orange, c'est la GSMA. Alors, Notre ancien PDG était le président de la GSMA, mais alors, c'est plus le bon, cas. alors, je vais dire du mal de votre ancien PDG. Du coup, je vais vous livrer une réflexion. L'empreinte carbone du numérique dans le monde, c'est 4% des émissions. Si on était dans ce ratio de 1 pour 10, ça veut dire que le numérique aurait fait économiser 40% des émissions. Je pense qu'on le verrait. Voilà. Donc en fait, ce calcul ne repose sur rien. Je ne l'ai pas lu dans le détail pour savoir où est-ce qu'il pêche, mais c'est évident qu'il pêche. En fait, quand vous regardez, c'est une courbe que je montre souvent, donc vous pouvez aller voir ça sur n'importe quel enregistrement vidéo de mes conférences. Quand vous regardez la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans le monde depuis 1 siècle et demi, on ne voit strictement aucune inflexion de cette courbe au moment où le digital prend son essor. Aucune. Donc, ce qui veut dire que l'effet net du digital, ça n'a absolument pas été de ralentir la hausse des émissions. Absolument pas. Sinon, ça se verrait. Ouais, ben, on continue à empiler, en fait. Alors justement, on va en venir... Et je ne vois pas comment les jeux en ligne, Ça... Netflix et le porno, pourraient faire baisser les émissions. Je ne vois pas vraiment. Je suis assez d'accord. Je ne reviendrai pas sur les propos du maire de Grenoble qui avaient été très controversés, mais on est un certain nombre à se demander s'il n'avait pas fortement raison. Et c'est très difficile pour nous de bosser chez Orange et de dire qu'il faut qu'on fasse en partie harakiri à ce qui fait manger notre boîte. C'est pas juste rien.